Salut à toi, aujourd'hui on va répondre à une question fondamentale, qu'est-ce qu'on fait quand on est en période d'inflation? Où est-ce qu'on investit? Comment on protège son argent? C'est quoi ce bordel? Plein de choses à voir. Dans la dernière vidéo, ou dans une des dernières vidéos, je te parlais d'inflation et que c'est une période où il faut agir, où il faut faire des choses selon comment on est, comment on a son patrimoine et comment on est investi. Alors, j'ai un abonné qui m'a posé des questions, on le lira tout à l'heure. C'est intéressant, on pourra voir un petit peu sa question et on va essayer d'y répondre. Mais avant, je reviens un petit peu sur déjà ce que c'est l'inflation. L'inflation qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qui va fortement arriver en Europe, c'est une augmentation de tous les prix. Voilà, tout simplement. Tout augmente à cause de plein de choses, à cause du fait que, à cause du coronavirus, on a injecté énormément d'argent dans les sociétés, aussi parfois pour les particuliers aux États-Unis. Et donc on a créé, tu vois, quand tu entends à la radio ou à la télé, l'Europe met 700 milliards dans l'économie, mais en fait, qu'est-ce qu'il fait l'Europe? Il prend son ordinateur et il tape, tiens, je vais ajouter 700 milliards sur mes comptes. Ok, j'ajoute 700 milliards et donc maintenant, ça y est, j'ai à 700 milliards. En fait, il peut créer autant d'argent qu'il veut. Il peut créer 10 000 millions de milliards d'euros en une fraction de seconde en l'écrivant sur son ordinateur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va prendre un exemple beaucoup plus concret. On va prendre un exemple de quand on était enfant, ou vraiment très enfant, et qu'on jouait au billes. Ok, si il y avait, je vais essayer de me rappeler comment on jouait, mais s'il y avait une agate, une pierre hyper rare, tu vois, tous les copains on voulait cette bille-là. Et le truc c'est que si cette bille-là, tout le monde la veut, c'est parce qu'il y en a qu'une, donc elle est rare, donc tout le monde la veut. Mais si tous les gamins de l'école ils ont tous au moins 100 de cette bille, soi-disant rare, mais qui n'est plus du tout rare. En fait, plus personne n'en veut, elle vaut plus rien. D'accord? C'est tout simplement la rarification. Alors, je te prends un autre exemple, un peu plus, on est plus adulte. Si des diamants, ça vaut si cher, c'est parce que tu n'en trouves pas par terre dans ton jardin. Les pierres que tu trouves par terre dans ton jardin, ça vaut rien parce qu'il y en a partout. Ok, on a compris ce que c'est l'inflation. Donc, quand l'Europe et les États-Unis injectent des euros, injectent des dollars dans l'économie, en fait, il y a plus d'euros, il y a plus de dollars qu'avant. Et donc, les euros et les dollars qu'on a valent moins cher. On va pouvoir acheter moins de choses avec la même quantité d'euros et de dollars. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde dit, ma baguette de pain, au lieu de coûter 1 euro, maintenant, elle va coûter 1,10 €. Je ne sais pas combien ça coûte le pain, mais tu vois, parce que il y a tellement d'euros. Et puis, moi, j'ai aussi des frais en plus. Et puis, il y a tout un mécanisme. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que il y a des problèmes d'argent. Donc, les banques centrales vont augmenter leur taux d'intérêt. Donc, forcément, toutes les entreprises qui ont besoin de crédit, qui ont besoin de financement pour faire leur activité, vont avoir des coûts supplémentaires. Du coup, ils vont se répercuter sur le prix de vente final. Si avant ils avaient du 2% d'intérêt et que demain ils ont du 7% d'intérêt, ils vont vendre leur produit final plus cher et du coup, c'est toi qui l'achètes plus cher et c'est l'inflation. Alors l'inflation, c'est vraiment un paramètre qui arrive. Ça arrive tout le temps dans l'histoire, ça vient et ça part. Et en fait, ça peut être la merde, comme je le disais dans la vidéo précédente, ou ça peut être super bien. Et là, il va falloir voir plusieurs choses. Déjà, on va parler selon ton patrimoine. Si tu as un gros patrimoine, c'est très différent que si tu n'as pas du tout de patrimoine. En fait, je vais être simple. Si tu n'as pas d'argent, que tu n'as pas vraiment d'argent de côté, ou que tu as 1000, 2000, 3000 euros de côté et puis que tu travailles tous les mois et puis basta, en toute honnêteté, l'inflation, tu t'en fous quoi. Tu t'en fous. Enfin, il y a des coups à jouer pour gagner de l'argent dessus, mais ça. Oui, les prix vont augmenter. Pour que ça fonctionne, de toute façon, c'est sûr que les salaires vont devoir être augmentés par les entreprises. Donc globalement, tu as tous tes 3000 euros, même s'ils perdent 20% au cours des prochaines années, ça va pas te tuer. Par contre, si tu es blindé et que tu as plein d'actifs et que tu as
200, 300, 1 million d'euros à la banque, là, ça commence à être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chaud. Donc, on va parler un petit peu de ça parce qu'aujourd'hui, on est potentiellement devant une grosse crise économique parce que là aussi, il y a une raison simple, c'est qu'on a eu la crise du Covid. Donc, tous les actifs des marchés financiers ont chuté de 20-30%, catastrophique. Et puis, en fait, on s'est dit, bon, finalement, c'est pas la fin du monde. Donc, les gens ont réinjecté de l'argent. Et maintenant, on est même au-dessus du début de la crise. C'est-à-dire que ça a pris énormément de valeur en se projetant dans se disant, ah, mais quand tout va réouvrir, quand il va y avoir de nouveau les restaurants qui vont ouvrir, les avions qu'on va pouvoir décoller, on va pouvoir partir en vacances, on va pouvoir consommer, on va pouvoir sortir, l'économie va tellement reprendre, ben moi j'investis maintenant quand c'est au plus bas. Et le truc, alors moi je ne suis pas économiste, mais je suis énormément de personnes qui le sont. Il y a une espèce de consensus qui dit oui, mais le problème en fait qui se passe aujourd'hui, c'est que tout le monde a investi en se disant que l'économie ça va repartir de dingue. Mais en fait, il n'y a aucune raison technique que l'économie reparte de dingue. C'est-à-dire que on va réouvrir petit à petit. Tout va se passer petit à petit normal. Tu vois, une réouverture qui va durer quand même un certain temps. Là, on entend parler du Covid, de la version indienne qui va nous tomber dessus, je ne sais pas trop quand. Donc, en fait, il va y avoir des périodes encore de confinement, de déconfinement. On n'est pas forcément sorti de l'auberge. Et puis, même si tout réouvrait, il n'y a pas de raison que d'un coup, on consomme 10 fois plus qu'avant. Un peu, mais pas 10 fois plus qu'avant. Et du coup, il va y avoir un effet où la réalité va rattraper la spéculation sur les marchés boursiers et il risque fortement d'y avoir une grosse baisse des marchés financiers. Donc ça, c'est un petit peu pour l'actualité. Tu vois. En ce moment, il y a aussi le marché des cryptos. Donc, il y a plein de choses qui se passent. Du coup, la question se pose de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait ? En fait, aujourd'hui, il y a tellement de trucs un peu dans tous les sens. L'inflation, potentiellement une crise économique, les crypto-monnaies qui cartonnent. Qu'est-ce que je fais ? Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Plusieurs choses. D'ailleurs, même l'immobilier, je reviens vite fait sur l'immobilier. L'immobilier, on est au plus haut. C'est aussi très probable qu'il va y avoir une baisse de la valeur immobilière. Alors, je ne dis pas qu'il va y avoir une baisse des loyers, mais il va y avoir une baisse de la valeur immobilière parce que là aussi, on est au plus haut. En fait, on est vraiment haut partout. On est haut en crypto, haut en bourse et haut en immobilier. Je vais te lire la question de l'abonné qui s'appelle Patrick. Et je conversais avec lui, puis je me suis dit, il pose des questions qui peuvent intéresser tout le monde, donc je vais faire une petite vidéo là-dessus. En gros, il me demandait qu'est-ce que tu penses, j'ai investi sur un ETF. Donc un ETF, c'est un tracker, c'est un système qui réplique des marchés financiers. J'ai investi là-dessus, qu'est-ce que tu en penses ? En gros, je lui disais, là, à court terme, il va y avoir une baisse. En tout cas, c'est le consensus. Tout le monde se dit que oui, il va y avoir une sacrée baisse même. Donc, ça dépend si tu investis à long terme ou à court terme. Ok, je vais te lire un de ses commentaires parce qu'on a pas mal parlé. Et puis, je vais lui répondre directement comme ça. En gros, il me dit pour la baisse, je suis parfaitement conscient qu'elle va avoir lieu. Oui, j'investis sur le long terme. Alors, pourquoi il dit ça ? Parce que je lui dis, est-ce que tu investis sur le court terme ou le long terme ? Déjà là, je mets une pause sur son message. Quand tu es investisseur, tu as plusieurs périodes de temps, tu as plusieurs durées. Soit tu investis sur le long terme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans les crypto-monnaies, que ce soit dans la bourse. Investir sur le long terme, ça veut dire que je me contrefous de savoir si ça monte ou si ça baisse. Je m'en tape. Je mets de l'argent et je me dis c'est pour dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Pourquoi ? Parce que n'importe quel de ces marchés que je viens de te dire, immobilier, crypto, même si crypto c'est très récent, ça fait 12, 13 ans, 15 ans, c'est assez récent. Pourquoi ? Parce que ce soit immobilier, donc crypto ou la bourse, depuis que ça existe, ça monte. La bourse, si tu reviens 100 ans en arrière, je crois même que tu peux revenir 200 ans en arrière, ça ne fait que monter. Il y a des crises, mais ça monte. Par exemple, la crise de 2008,
dont tout le monde a entendu parler, c'était les subprimes. Tout le monde entend parler, tout le monde dit « Ah, c'est la crise, c'est la crise, c'est la crise ». On a l'impression qu'en fait, dans notre imaginaire, on se dit bah il y a un niveau, quand il y a une crise, ça descend, puis ensuite ça revient, ça va mieux, et puis quand il y a une autre crise, ça redescend, et puis ça va mieux. Non, c'est pas du tout comme ça. En réalité, ça ne fait que monter. La crise de 2008, mais quand on regarde sur un graphique, un large graphique, et là je te montre, tu vois, mais en fait on peut voir que c'est un détail quoi. C'est vraiment un détail. C'est-à-dire que au début de la crise, on était à 1400 points sur le S&P 500. S&P 500, pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est la bourse américaine. Et étant donné que la bourse américaine, c'est un des plus grands marchés, c'est le plus grand marché, on va prendre celui-ci et non pas le CAC 40. Nous, Français, où en fait, on performe pas très bien. Donc, on était à 1453 points. Aujourd'hui, on est à 4163 points. Ça veut dire que la fameuse crise économique gigantesque, oh là là, c'est la fin du monde, bah aujourd'hui, on est à x3. Voilà, on a fait x3 depuis. Et si tu reviens à la crise de l'an 2000, c'est pareil. Bon, entre la crise de l'an 2000 et la crise de 2008, il n'y a pas une énorme différence de valeur. Mais toutes les crises, en fait c'est des petites respirations. On s'en fout, quoi. Quand on investit long terme, vraiment, on s'en tape. Par contre, il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, quand tu investis long terme et qu'on est dans notre période aujourd'hui, c'est-à-dire au plus haut, c'est fort probable, là je te parle pour la bourse, qu'il va y avoir une chute. S'il y a une chute et que c'est fort probable, ce ne serait pas complètement débile d'attendre quelques mois avant de vraiment investir, même long terme, sur la bourse. C'est pas débile. Alors ça peut être une solution, c'est-à-dire qu'on se dit bah non, là j'investis pas, j'attends qu'il va y avoir cette fameuse baisse 10, 20, 30, 40% et là je rentre en mode long terme pendant des années. Ça c'est une solution. La deuxième solution, c'est de dire bon moi je sais pas quand il va y avoir cette crise, je suis même pas sûr qu'il va y avoir cette crise, donc je vais rentrer maintenant, mais je mets pas tout mon capital. Mettons que si j'ai 10 000 euros de côté et que je veux les investir dans la bourse, mais pourquoi pas les investir sur une année. Je prends mes 10 000 euros, je les coupe en 12, donc on est aux alentours de 800, 850 euros. Et tous les mois, je mets sur ma bourse 850 euros. Ce qui fait que je vais avoir un niveau, si tu veux, ça va lisser un petit peu mon investissement sur une période tendue comme en ce moment où on se dit « Ah, crise, pas crise, qu'est-ce qui se passe ?» Ça peut être une solution. Donc ça, c'est sur du long terme. Maintenant, sur du court terme. Mais sur du court terme, en fait, c'est une stratégie qui est totalement différente. Ça veut dire quoi? Sur du court terme, ça veut dire que moi, je pars du principe, j'ai un montant d'argent et je veux le performer. Je veux le performer. Il faut qu'il devienne le plus gros possible, le plus rapidement possible. Donc, court terme, ça veut dire quoi? Ça veut dire, là, en ce moment, j'ai 10 000 euros de côté. Je veux les investir quelque part. Mais j'ai plein d'idées d'investissement qui rapporteront beaucoup. Parce que là, je te dis, le S&P 500, il a fait x3 depuis 2008. Ok, c'est quand même 8 ans quoi. 8 ans, non, c'est 12, 13 ans. En 13 ans, il a fait x3. Moi, je suis sûr, avec 10 000 euros, je peux faire x3 en moins de 12 ans ou moins de 13 ans sur d'autres actifs. Bien sûr, c'est pas juste un clic et puis j'attends que ça se passe. Il va falloir que je fasse des choses. Tu vois, en ce moment, je fais le van, par exemple. Bon, ça, je suis sûr que je peux faire x2 en un an. Ou des locations de voitures, ou de l'immobilier, ou des placements à court terme avec un effet de levier, ou des cryptos. Ça, je fais des placements comme ça où j'ai un peu d'engagement personnel sur plusieurs mois, voire années, mais c'est sûr que je fais plus que x3 en 13 ans. C'est sûr et certain. Donc, la stratégie court terme, c'est, on va dire, plus dynamique. C'est plus rentre dedans, c'est plus, non, je veux de la performance. Et à ce moment-là, aujourd'hui, sachant qu'on est dans le plus haut historique, que ce soit en immobilier, en crypto-monnaie, en crypto pas trop, mais pas loin, ou en bourse, mais je rentre pas quand le marché est tout en haut. J'ai loupé le train en fait, tu vois, j'ai loupé le coche. Il faut que j'attende.
il faut que j'attende que ça redescende. Si je rentre tout en haut, est-ce qu'il y a encore plus de chances que ça continue de monter et aller jusqu'aux étoiles, ou est-ce qu'on a plus de chances qu'il y ait quand même une baisse? Donc, il faut séparer vraiment ce type de stratégie. Court terme, long terme. Je vais reprendre, je vais continuer. Bien. Donc, il est conscient que ça va avoir lieu, mais oui, j'investis sur le long terme. Mais comme je débute, j'essaie de ne pas me planter en me formant un peu partout. Ben voilà, si tu investis sur le long terme, clairement, tu mets un peu d'argent tous les mois, ce qui permet de lisser. Et en fait, aujourd'hui, s'il y a la crise, mettons que tu investis pendant 3 mois, il n'y a pas la crise. Ensuite, pendant 3 mois, il y a la crise, c'est en train de descendre. Et puis dans 3 mois, la crise est finie, on est vraiment au plus bas. En fait, tu auras investi en faisant une belle moyenne. Vu que personne ne connaît l'avenir, c'est très intelligent de faire ça. Et d'ailleurs, même quand on investit sur le long terme, j'ai envie de dire, c'est très intelligent de faire ça toute sa vie. De mettre tous les mois une certaine somme. Maintenant, le long terme, c'est très particulier. En termes de projection sur le futur, c'est très particulier parce que c'est vraiment de l'argent que tu mets et qui n'est pas à utiliser pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est un peu, à l'instant T, c'est un peu comme si tu perdais ton argent. Tu peux le récupérer, tu vois, hein, c'est pas perdu. Mais si vraiment tu pars en mode long terme, c'est de l'argent que tu n'as plus pendant un certain temps, qui est très 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 long. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est hyper bien de mettre en fait un peu d'argent tous les mois sur un portefeuille. On pourra en parler, hein, on pourra en faire une vidéo sur un portefeuille d'actifs très variés. Hein, il n'y a pas que la bourse. Et puis tous les mois, tu mets une certaine somme. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est très très puissant. Ça va grossir au fil des années. Il va y avoir les intérêts composés qu'on a déjà vu dans plusieurs vidéos. Où en gros, tu mets 100 000 euros aujourd'hui. Je crois qu'on avait fait 100 000 euros à 10%, ce qui est plus ou moins le S&P 500. Dans 30 ans, tu as quasiment 3 millions d'euros. C'est pas mal. Mais si aujourd'hui tu as 100 000 euros et puis que tu mets tout là-dessus, pendant 30 ans, tu les as plus, tes 100 000 euros. Donc, on vit aussi à l'instant présent. Donc, c'est pour ça que quand on investit sur le long terme, c'est bien, mais il faut mettre, je pense, une petite partie ou une partie seulement de son portefeuille. Une partie de l'argent que tu peux mettre de côté. Par exemple, je te donne un exemple. Moi, j'ai un projet ici d'acheter un terrain et de faire des espèces de logements alternatifs, que ce soit en tiny house ou bien en van aménagées mais qui sont fixes, qui ne se déplacent pas, ou bien en mobil-home, ou bien construites. Je ne sais pas encore trop exactement quoi, mais un truc un peu alternatif. Si je mets tout mon argent que sur la bourse, je vais avoir une petite frustration de faire ce projet-là parce que j'aurai plus l'argent pour. Et ce projet, c'est pas que de l'argent, c'est aussi du plaisir. L'investissement, si vraiment tu veux prendre le virus de l'investissement, il faut que tu kiffes aussi. C'est pas juste je veux devenir riche. Non, c'est les projets que tu fais, ça t'éclate. Voilà. Moi, là, en ce moment, je fais le van, ça m'éclate. J'aime bien le bricoler, j'aime bien me dire, hier j'étais là, ah ouais, c'est hyper cool, tu peux mettre des panneaux solaires qui alimentent une centrale électrique. Mais cette centrale électrique, il y a une réserve, tu peux brancher pour plusieurs heures ton ordi dessus, et puis tu peux le brancher à différents moyens, et comment je vais faire passer les câbles et tout. Bon, c'est intéressant, ça m'amuse. Il y a plein d'investissements qui sont amusants. Si tu mets tout ton argent sur la bourse, ça va être moins fun. Mais c'est une possibilité, hein. C'est tout à fait possible. Donc en tant que débutant, moi je trouve que, et même d'ailleurs en tant qu'expert, hein, tu mets un peu d'argent tous les mois, tu te prends pas la tête. Tu cherches, tu copies des ETF. Hein, dans nos conversations, ils nous expliquaient qu'ils prenaient des ETF. Très bien. Tu prends un ETF mondial ou un ETF américain ou un ETF chinois ou n'importe, tu vois. Et tu mets tous les mois la même somme. Tu ne regardes pas où on en est. Tous les mois, tu mets 100 euros, 200 euros, 300 euros, ce que tu veux. Et là, oui, investissement long terme, très bien. Aujourd'hui, faut pas faire all-in. Voilà. Là, tout de suite, faire all-in, c'est dommage. Ensuite, il nous dit ça. L'objectif premier est de ne pas garder de liquide sur mon compte en banque vu que je suis presque certain que les comptes seront ponctionnés et le risque d'inflation est aussi très grand. Donc, je place sur un PEA depuis hier. Bon, depuis hier, il faut autre chose. Alors ça, de quoi il nous parle là? En fait, effectivement, depuis quelques années, les banques ont totalement le droit légal de ponctionner l'argent qu'il y a sur le compte de ses clients.
Et il peut ponctionner, je crois que c'est à partir de 50 000 euros sur le compte, il peut ponctionner des frais qui ont été demandés. Hein, c'est la Banque Centrale Européenne qui a dit ponctionner en fait tous les gens qui ont de l'argent. Et effectivement, celui qui a 50 000 euros sur son compte, il va voir son argent ponctionner avec des frais, des frais de la banque qui vont venir se servir. Pire, au-delà de 100 000 euros, on perd la garantie de l'État que ton argent est protégé. C'est-à-dire que si tu as 150 000 euros et qu'il y a une grosse crise économique, que la banque dans laquelle tu as mis ton argent fait faillite, et que tu avais 150 000 euros sur le compte, eh bien, l'État te garantit uniquement 100 000 euros. Les 50 000 euros en plus que tu as, c'est perdu. Et en plus, on n'est pas sûr que ce soit vraiment possible qu'en fait, il assure 100 000 euros. Parce que les banques sont extrêmement riches, beaucoup plus riches que les États. Et 100 000 euros par client dans certaines banques, en fait, l'État pourra probablement pas suivre. Mais dans l'idée, lui, il s'est engagé à faire. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a un vrai risque d'avoir son argent sur son compte au-delà de 100 000 euros sur un compte. Et puis, un deuxième risque, c'est qu'au-delà de 50 000 euros, la banque va commencer à ponctionner un petit peu ton argent tous les mois. Alors, il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, premièrement, tout le monde n'a pas ce montant d'argent. C'est commence à être une sacrée somme. Hein. Plus de 100 000 balles sur son compte, c'est une belle somme. Même 50 000 euros sur son compte, ça commence à être pas mal. Là, il y a des moyens très simples pour protéger son argent. Déjà, il suffit d'ouvrir plusieurs comptes dans plusieurs banques. Tout simplement, hein, tu as 100 000 euros, tu mets 25 000 euros dans 4 banques différentes. Bon, s'il y en a une qui fait faillite, c'est pas grave. Théoriquement, l'État te rembourse. Et même si tu as 200 000 euros et que tu mets 25 000 euros dans chaque banque, tes 200 000 euros, ils sont protégés. Ça, c'est une première chose à savoir. Ensuite, si on parle de moins de 50 000 euros, si on parle de 10, 20, 30 000 euros, franchement, laisser son argent à la banque, en tant qu'investisseur, ça n'a pas énormément de sens. Mais en tant que vite, j'ai peur, il faut que je place vite mon argent parce que tout l'argent qui est à la banque ne sert à rien, il va disparaître. Je pense que c'est pas non plus une bonne idée. Je pense que c'est pas non plus une bonne idée parce que si on commence à céder à ce genre de panique, qu'est-ce qui va se passer? On va se dire, en fait, mon argent ne vaut tellement plus rien, il faut que je l'investisse, il faut que j'investisse tout, et on se retrouve avec pas beaucoup de cash. Et quand on n'a pas beaucoup de cash, on va faire des grosses erreurs. Par exemple, tu as investi dans l'immobilier, tu as 3 appartements. Et puis, tes loyers rentrent, toi-même tu as ton salaire qui rentre et tout ça, donc tu as un peu d'argent tous les mois de côté, génial. Tu commences à paniquer en te disant « Ouh là là, mais si je laisse mon argent sur mon compte, il va disparaître. » Et je sais pas, tu as 20 000 euros sur tes comptes et tu investis tout sur plusieurs actifs différents, tu mets dans l'or, tu mets dans des cryptos, tu mets dans plein de trucs. Et tu laisses 1 000 euros pour manger sur ton compte. Et là, pète une chaudière dans un appart et il faut refaire la façade dans l'autre. Et là, tu n'as plus d'argent en liquide sur ton compte. Et là, tu es bien dans la merde. Tu es bien dans la merde parce qu'il va falloir que tu vendes les actions que tu as achetées ou les obligations ou l'or. Et en fait, tu vas avoir tellement de frais, ce sera tellement court que tu vas perdre de l'argent. Tu vas te retrouver, tu vas prendre des décisions débiles en fait en disant je vends alors que c'était pas du tout le moment de vendre. Donc, c'est quand même intéressant de laisser un peu d'argent de sécurité. C'est hyper intelligent de laisser de l'argent de sécurité. Alors, ça dépend évidemment de ta vie, de ton patrimoine, mais alors, je vais te partager ce que moi je fais, qui est pour moi hyper rassurant. En gros, si tu veux, j'ai plusieurs activités. J'ai moi perso, j'ai mes Q qui mange et qui dort, et j'ai une société, et puis j'ai de l'immobilier en société, mais aussi en particulier. Et donc voilà, j'ai un peu, si tu veux, ces 3 grosses activités, et puis après j'ai un autre compte investisseur où j'investis de l'argent comme ça quand il y a des bonnes occasions. Si tu veux, moi, sur chacune de mes activités, je laisse 10 000 euros sur les comptes. Voilà, c'est de la sécu. Ça me laisse peut-être 1 ou 2 mois dans l'immobilier de marge. Ça me laisse, moi, si j'ai plus, je sais pas, si j'ai besoin pour X raisons de partir aux États-Unis pendant 6 mois, je ne me prends pas la tête, j'ai déjà l'argent.
C'est de la sécu. Et si je laisse 10 000 euros et qu'il y a l'inflation et que, en fait, je m'en fous, quoi. Franchement, même s'il y a 5% d'inflation là tout de suite et puis 10% d'inflation l'année prochaine et que je perds 1500 euros sur ces 10 000, bon, c'est pas la fin du monde. Tu vois, en fait, si tu veux, ça va me coûter plus cher de tout mettre et de stresser en me disant, putain, s'il m'arrive une couille, ça va être galère. Donc, je suis d'accord que je connais pas alors il s'appelle Patrick, je connais pas Patrick. Si tu as 10 000 euros ou 20 000 euros sur ton compte, tranquille, panique pas. Si tu as 100, 200, 300, 400 000 euros, ok. Effectivement, il ne faut pas trop laisser d'argent sur son compte. Ou alors tu en fais plusieurs, tout simplement. Donc l'objectif premier, c'est pas de garder du liquide sur le compte parce que la banque va ponctionner et tout ça. Donc il investit, ce qui est bien. Le risque d'inflation est aussi très grand. Donc effectivement, l'inflation, ça va venir réduire notre argent de côté. Il place sur un PEA. Donc un PEA, c'est un compte que tu dois bloquer pendant 8 ans. Et si tu bloques l'argent pendant 8 ans, c'est-à-dire que tu ne peux pas retirer pendant 8 ans, eh bien tu es exonéré d'impôt sur la plus-value, ce qui est vachement bien. Mais encore une fois, c'est de l'argent bloqué. Donc il faut vraiment avoir une espèce de routine financière où tu sais que quoi qu'il arrive pendant des années, tu as 3 000 euros qui tombent sur ton compte et puis tu fais une allocation, tu investis un peu sur le PEA, un peu sur un compte titre, un peu dans de l'or, un peu dans plusieurs choses. Si tu es en mode un peu comme moi, genre entrepreneur, et puis tu vas, là il y a la vague des cryptos, tu surfes la vague des cryptos, puis il y a la vague des vannes et tu surfes la vague des vannes, et puis bloquer de l'argent, quel que soit le temps et la durée, ça fait chier, vraiment. Moi je fais pas de PEA, pour tout te dire. Enfin j'avais fait et j'ai coupé parce qu'en fait je me dis oui mais j'ai des meilleures occasions quoi. J'ai de l'argent là à prendre, j'ai des meilleures occasions. Mais c'est une stratégie long terme qui est très bien, PEA. Hein. C'est pas du tout une critique. Je te dis qu'il y a juste différents types de profils. Ensuite, depuis hier, j'ai commencé à me placer sur les cryptos avec de l'Ethereum. Le Bitcoin, je n'y vais pas car il va tomber et ça va être terrible pour les petits qui auront tout misé dessus. Il va y avoir un vrai désastre quand ça va s'effondrer. Alors, grand sujet, je te ferai une vidéo là-dessus. Grand sujet que sont les crypto-monnaies, parce que les crypto-monnaies en ce moment, c'est vraiment quelque chose qui explose. Et puis, on s'y intéresse de plus en plus. Les mecs se disent là, waouh, Ethereum ou Bitcoin, ça a fait x10, x20, x30, x50. Il faut vraiment que je rentre, il faut que je rentre. Et il y a un peu cette idée de dire le Bitcoin, c'est un peu de la daube. Pourquoi c'est de la daube? Alors, il y a plein de raisons. Parce que c'est la première crypto-monnaie. Donc, technologiquement parlant, elle n'est pas ouf. Elle pollue un truc de dingue, elle consomme autant d'énergie qu'un petit pays genre l'Italie ou le Portugal ou l'Espagne en électricité parce qu'il faut des montagnes d'ordi pour faire tous les calculs. Donc, c'est pas dingue. Et donc, il y a beaucoup de gens qui disent, vu que c'est pas dingue, lui, il va mourir si tu veux. Et puis, les autres crypto-monnaies vont prendre le dessus, notamment Ethereum. Lui, il va grimper quoi. Alors, il y a plein de trucs à dire et je pense que je ferai une vidéo spéciale crypto, même si je ne suis pas spécialement un spécialiste, mais je pourrais te transcrire. Si tu veux, j'ai un abonnement que j'ai payé 1500 balles. J'ai un abonnement chez des brokers américains qui sont spécialisés dans la crypto-monnaie. Et tous les jours, ils m'envoient en fait des vidéos, ils m'envoient des analyses, des signaux, etc. Donc, je pourrais te dire, si tu veux, en gros, te faire des résumés de ce que eux ils me disent. Comme ça te fait économiser 1500 balles. Mais en gros, si tu veux, les crypto-monnaies, comment ça marche? Donc le Bitcoin n'a pas la même fonction que Ethereum. Le Bitcoin, c'est une espèce de réserve monétaire. Si tu veux, c'est de l'or digital. C'est-à-dire que tu achètes un code et ce code, il est unique. Il n'y a que toi qui possède ce code et tu peux échanger, revendre, etc. C'est ça sa fonction, d'accord? Et Ethereum, c'est une autre fonction, c'est de faire des smart contracts. Des smart contracts, c'est-à-dire qu'il va y avoir plein d'applications, alors c'est beaucoup d'applications sur les téléphones, qui vont pouvoir utiliser ça comme monnaie d'échange et donc ils vont pouvoir faire du business comme ça. Ça n'a pas du tout la même fonction. Mais aujourd'hui, si tu veux, en fait, il y a un tel engouement pour les crypto-monnaies que tout le monde s'en fout de savoir à quoi ça sert le projet. On s'en fout quoi. Globalement, on investit dans tout parce qu'on voit que ça monte. Et tant mieux, parce que tout le monde se fait de l'argent. Mais
là où je pense qu'il va y avoir ça va faire mal. Je pense que ça va faire très mal. C'est quand tu dis, par exemple, que le Bitcoin, il va tomber. Ça va être terrible pour les petits qui auront tout misé dessus. Il va y avoir un vrai désastre quand ça va s'effondrer. Alors, quand le Bitcoin va s'effondrer, toutes les cryptos vont s'effondrer. Il va pas y avoir il va pas y avoir une crypto, par exemple le Bitcoin va vraiment tomber à zéro et puis le Ethereum il va monter et c'est parti, c'est comme ça. Pourquoi? Il y a une raison forte, hein. C'est que les institutions qui ont mis énormément d'argent cette fois-ci pour le bull run, ils ont mis énormément d'argent dans le Bitcoin. Et eux quand ils vont sortir, ça va faire mal. Eux quand ils vont sortir, là il va y avoir, ça va plonger sévère. Peut-être même qu'ils commencent déjà en train un petit peu de sortir. Et le marché des crypto-monnaies est tellement un marché de débutants. En fait, c'est juste un marché de gens comme toi et moi qui se disent « Waouh, putain, je peux faire x10, x20, x30, j'investis là-dedans. » Donc, on a des réactions hyper de débutants. Ça veut dire que quand le marché il monte, on a envie d'acheter et quand le marché il descend, on a envie de vendre parce qu'on a une panique. Alors au début, non, on se dit « Non, il faut holder. » Mais quand ça descend sévère, tu vas voir que tout le monde va vendre. Et donc, quand sur le Bitcoin, il va y avoir un moins 50, moins 60, moins 70, moins 80%, moi je vous dis, faut pas rêver, toutes les cryptos vont tomber. Ethereum, Ripple, tout quoi. Ça va plonger avec. Parce qu'il va y avoir un moment de panique. Tout le monde va dire, là c'est la fin, quoi. Et si aujourd'hui il y a l'argumentation, alors j'ai pas là, mais cette même personne m'avait argumenté en disant ouais, mais si tu regardes d'habitude en fait quand le Bitcoin il monte, les cryptos, les altcoins, donc tout ce qui est Ethereum et Ripple et tout ce que tu veux, ça monte. Et puis quand le Bitcoin il descend, vu que c'est le roi, ça descend. Mais là, depuis quelques jours ou même depuis quelques semaines, on voit quand même que le Bitcoin il descend et les alts elles montent. Et donc, on commence à perdre une corrélation entre le moment où le Bitcoin monte et les alts montent et où le Bitcoin descend et les alts descendent. Ok, c'est vrai. C'est ce qu'on appelle la alt season. C'est aussi ce qui s'est passé lors du dernier bull run en 2017. Qu'est-ce que c'est? Enfin, pourquoi? Comment ça s'explique? Comment ça s'explique que ça s'est déjà passé? Si tu veux, au début, les gens investissent dans le Bitcoin. Tout le monde prend de l'argent. Wouh, c'est génial. Et puis, il y a un moment, on prend des profits. Donc, tout le monde sort son argent. Donc, le Bitcoin commence à descendre. Et cet argent, une fois que tu as tellement performé et que tu t'es dit, mais j'ai vraiment performé de fou, est-ce que tu ne mettrais pas cet argent dans un autre truc qui n'a pas encore performé? Du genre, les altcoins. Donc, si tu veux, il y a eu un transfert d'argent entre le Bitcoin sur les altcoins. Donc, maintenant, les altcoins, elles grimpent. Elles grimpent. Et effectivement, le Bitcoin il descend, mais les altcoins continuent à grimper. Ok, ça s'est déjà passé. Ça s'est passé en 2017. Exactement la même chose. Ça s'est passé comme ça. Ça n'a pas empêché que quand le Bitcoin il s'est effondré, tout le reste a suivi. Il y a eu quelques semaines, voire quelques mois de décalage, mais ça a chuté. Alors tu parles d'Ethereum par exemple. Il y a un an, ça valait $100. Alors qu'au précédent bull run, on était monté à 1400, 1500, 1600 $. Tu vois? Donc, croire qu'il va y avoir des crypto-monnaies qui vont survivre et les autres qui vont cracher, je pense que c'est une erreur. Après, je suis pas devin, j'en sais rien. Mais techniquement, par rapport à tout ce qui s'est passé d'avant, par rapport au montant d'argent qui est investi, parce que Bitcoin à lui tout seul, c'est quasiment, un peu moins maintenant, mais c'est quasiment la moitié de toutes les cryptos. Donc dis-toi qu'en gros, si tu veux la moitié des cryptos, le jour où il va y avoir le moins 80%, la pression, ça va être terrible. Moi, je me mets à la place d'un gars qui a, investi 100 000 euros sur Ethereum. Et j'ai fait x10. Ok, j'ai 1 million. Je dis pas que c'est ton cas, mais regarde ma logique. J'ai 1 million d'euros. Je suis là, putain, je me gave. Et là, je vois le Bitcoin qui fait un moins 80%. Vraiment, moi, je me dis, mais il y a un risque là. J'ai fait x10, j'ai pris 1 million, j'arrête, je coupe. Sauf que des mecs qui ont mis 1 million, comme ça, on est des centaines de milliers. Tout le monde va faire pareil. Tout le monde va faire pareil, ça va chuter.
Ça va chuter. Les petits porteurs comme toi et moi qui ont quelques milliers d'euros sur la crypto, on va se dire, oh là là, il y a une grosse baisse, je quitte. Tout le monde va quitter. Ça s'appelle la panic sale. Et le problème, c'est qu'une vraie chute du Bitcoin, parce que là, pour le moment, il descend, mais tranquille. Hein. Mais quand ça va vraiment chuter, ça risque fortement, tout va s'arrêter. Et c'est pas grave, hein, c'est cool. Parce que dans quelques années, si ça recommence de la même manière que les 3 ou 4 précédents bull runs, bah là, on va se mettre dans le jeu. Alors du coup, qu'est-ce que je peux te dire là-dessus en tant qu'investisseur? Ok, en tant qu'investisseur, pourquoi pas investir un peu dans les cryptos? Même aujourd'hui, même si moi je suis sorti, hein. Je t'avoue, j'ai pris mon argent, je suis très content, j'ai fait du gain et je suis sorti. Parce que pour moi, là, on n'en sait rien, quoi. Autant on va continuer à monter, autant on va descendre. Et en gros, bah, on ne sait pas. Personne ne le sait. Hein. Et je te ferai des vidéos maintenant je te ferai suivre un petit peu l'équipe là que je paye aux États-Unis. Mais en gros, bah, on ne sait pas trop. Donc, on ne sait pas trop. Il y a d'autres choses hein, qu'on ne sait pas trop. Il y a la roulette au casino. Bah, on ne sait pas trop. Ça peut être le rouge, ça peut être le noir. Voilà. On ne sait pas trop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais pas. Les paris sportifs. Bah, on ne sait pas trop. On en est là en fait. Là, dans les cryptos, en tant qu'investisseur, on en est là. On ne sait pas. C'est du pari quoi. Donc, pas top. Vu que c'est pas top, si vraiment on a envie d'y aller pour être quand même dans le jeu, ok. Mais alors là, un conseil, mettez un tout petit peu quoi. 1%, 2%, allez max 5% de votre patrimoine. Donc si tu n'as que 10 000 euros de côté, ou ton patrimoine c'est 10 000 euros, bah, tu mets 5% de ça. Ça ne fait pas grand chose, ok, mais au moins si ça chute, c'est pas trop grave. Donc il va y avoir un vrai désastre, ouais, mais je pense que c'est pour tout le monde. Voilà. Toi tu dis que c'est pour le Bitcoin, moi je pense que c'est vraiment pour absolument tout le monde. Ensuite, j'ai aussi une assurance vie dans ma banque. Et dessus, j'ai tout mis, et dans ma banque, et dessus, dans l'assurance vie, il a tout mis sur des ETF. Mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Normalement, l'État ne peut pas ponctionner les assurances vie. Ils peuvent juste bloquer son rachat pour éviter une sortie de capitaux, ce qui mènerait les banques à la faillite. Donc là, on revient sur cette inquiétude de dire, ouais, mais on va tout nous prendre. Et donc, en fait, ça dépend vraiment de ton patrimoine. Je te dis, hein, pour moi, en dessous de 50 000 euros, franchement, ne stresse pas, quoi. Ça sert à rien. Par contre, maintenant, faisons un petit tour d'horizon sur les investissements. 1. On a dit maintenant que les cryptos, bon, on ne sait pas trop. D'accord ? 2. On a dit que les marchés financiers, en ce moment, ils sont vraiment au plus haut. Donc, si c'est pour faire du court terme, non, il ne faut pas rentrer. Si c'est pour faire du long terme, ok, on peut rentrer. De toute façon, ça c'est toujours monté historiquement. Mais on va le faire mois par mois parce que comme ça, on va absorber la crise comme ça à l'intérieur. L'immobilier, on est aussi au plus haut. Donc là, plusieurs conseils sur l'immobilier. Elle va être longue cette vidéo. Hein. On en est à combien là? Bon, allez. 40 minutes. L'immobilier, on est aussi au plus haut. On attend une crise. Qu'est-ce qui va se passer très probablement? Une baisse des prix. Pourquoi une baisse des prix? Parce que les taux d'emprunt vont augmenter. Ça veut dire que ceux qui vont faire du crédit dans quelques mois, ça va pas être du 1,5%, ça risque de bien grimper, tu vois, peut-être 3%, peut-être 4%. Il faut savoir que dans les années 90, je crois qu'on était à 9, 10% de crédit. Hein. C'est énorme. C'est-à-dire que les gens, ils payaient 2 fois leur maison, 2 ou 3 fois leur maison. Alors là, il y a plusieurs choses à savoir. 1, si tu as déjà un patrimoine immobilier, d'après moi, il faut vendre. C'est-à-dire que si tu as déjà de l'argent qui a été remboursé, c'est intéressant. Si tu récupères vraiment une belle somme d'argent, il faut vendre. Hein. J'ai vu aussi avec d'autres investisseurs immobiliers, tout le monde est en train de vendre. Tout le monde est en train de vendre parce qu'on va récupérer un gros capital. Ce capital, on va le réinvestir intelligemment. Si tu n'as absolument rien du tout et que tu te dis, est-ce que c'est le bon moment d'acheter de l'immobilier? D'après moi, oui, c'est le bon moment. Parce que justement, on va utiliser plusieurs choses. Premièrement, c'est plus facile, ça va être beaucoup plus facile de faire des crédits aujourd'hui avec un taux de 1,5% que dans quelques mois, voire quelques années où le taux va vraiment grimper. Oui, ok, tu vas me dire, mais les prix auront baissé. Ouais, les prix auront baissé, mais le taux va grimper. Reste avec moi, tu vas comprendre. S'il y a de l'inflation, s'il y a, je sais pas, je pars sur un chiffre simple, extrême un peu, mais 10% d'inflation par an.
Quoique là, aux États-Unis, on va y être. Hein. S'il y a 10% d'inflation par an, le crédit que tu vas faire, il va donc diminuer de 10% par an. D'accord ? On est d'accord là-dessus. Donc, si tu achètes un appartement ou une maison aujourd'hui, là tout de suite, je sais pas, je te donne un chiffre, 100 000 euros. Eh bien, si tu prends de l'inflation, tu vas perdre, enfin, ton crédit, si tu veux, il va se réduire de 10% par an. Parce que les taux sont hyper bas. Par contre, si tu achètes dans quelques mois en te disant « Ouais, mais les prix vont peut-être baisser de 10, 15, 20% de l'immobilier », c'est vrai. Mais si les taux d'intérêt ont augmenté de dingue et que maintenant tu passes à 5% d'intérêt par an, eh ben, ton inflation, au lieu de réduire ton capital, ta dette, au lieu de la réduire de 10%, elle la réduira plus que de 10% plus les 5% d'intérêt. Donc, 5%. Là, il y a un avion de chasse qui passe. Je ne sais pas si tu entends. Donc, ton crédit que tu feras dans quelques années, ou dans quelques mois plutôt, eh ben, oui, il va réduire que de 5%. Tandis que l'autre d'avant, il va réduire de 10%. Tu vois là où je veux en venir? C'est-à-dire que la réduction de ta dette est beaucoup plus intéressante aujourd'hui que quand les taux auront fortement augmenté. Et donc, si tu prends la corrélation en train de te dire, ok, ben, les prix de l'immobilier ont baissé, mais les intérêts ont augmenté, si tu fais un petit calcul, que tu poses ça sur une feuille, tu vas vite te rendre compte qu'il vaut mieux acheter maintenant que dans quelques mois. Il vaut mieux acheter maintenant que dans quelques mois si tu n'as rien, en fait. Tu vois, si tu te dis, bah ok, là, ou alors que tu as déjà de l'immobilier, mais en fait, si tu vends, tu récupères presque rien. Là, c'est intéressant. Là, je pense que c'est un bon moment pour acheter. Mais, tu vois, c'est paradoxal. Hein, c'est un bon moment pour acheter, mais c'est un bon moment pour vendre. Mais ça dépend où tu en es dans ton crédit. Si tu as encore tout ton crédit, que tu es vraiment au début de ton investissement, garde, ne vends pas et voire même continue d'acheter. Si tu as un patrimoine immobilier qui a été à 50% remboursé, ce qui est mon cas, vends. Vends, récupère cet argent et fais-en quelque chose ailleurs. Ça, c'est pour l'investissement immobilier. La bourse, on a dit, les cryptos, on a dit, on a fait un petit tour d'horizon. Alors, comment on protège ensuite son argent en inflation? Là, si on pense que inflation, le placement anti-inflationniste, c'est l'or. Je pense, d'après moi, c'est le seul placement réellement qui est contre l'inflation. C'est sa fonction. Hein. La fonction de l'or, pourquoi les gens achètent de l'or? C'est pour ça, pour combattre l'inflation. S'il y a une inflation de 10% dans la monnaie, l'or, il va aussi grimper de 10%. C'est vraiment un effet de vase communicant entre la valeur monétaire et l'or. Donc vraiment, un moyen de se sécuriser, c'est tout. Alors, tu ne gagnes pas d'argent, mais tu te protèges de l'inflation. Tu achètes de l'or. Il y a plusieurs façons d'acheter de l'or. Tu peux acheter des petites pièces d'or que tu vas acheter ou sur Internet ou encore mieux, tu sais, il y a souvent des magasins, ça te dit rachat d'or. Bon, ils en vendent aussi en fait. Hein. Eux, ils parlent d'acheter, mais ils en vendent aussi. Donc, tu peux aller, tu peux dire, voilà, est-ce que vous avez des pièces d'or? Alors, la plus commune, c'est des Napoléons de 20 francs. Mais en fait, c'était une époque où tous les pays avaient la même pièce. Hein. Je crois que c'est 5,84 grammes d'or dans une pièce. Sachant qu'un gramme d'or, on est à 40, 50 euros. Bon, tu achètes des pièces comme ça en physique et puis tu les gardes ou à la banque dans un coffre ou encore mieux chez toi dans un coffre si tu as. Et là, tu combats vraiment l'inflation. Là, il peut y avoir une super inflation, vraiment, tu n'en as rien à foutre, quoi. Tu gagneras pas d'argent, mais tu vas pas en perdre. Donc l'or, c'est sa fonction. C'est vraiment, ça sert à ça, quoi. Investir sur les marchés financiers, on attend, on patiente un petit peu. Investir sur les cryptos, d'après moi, il faut pas. Mais là, c'est vraiment chacun fait comme il veut. Pour moi, là, on a vraiment 50% de chance de baisser, 50% de chance de monter. Je vois pas l'intérêt. Et l'immobilier, si on a un patrimoine immobilier où on peut récupérer pas mal de cash, on vend. Et si on n'a pas de patrimoine immobilier et qu'on essaye et qu'on a la capacité de faire des crédits, vraiment, il faut y aller, c'est maintenant. Voilà. Par contre, évidemment, il faut le faire avec les bonnes techniques. Il faut acheter bien largement en dessous du marché. Ça, on apprend dans les formations. Tu peux regarder dans la description. Hein, je t'envoie des liens vers des formations gratuites et puis d'autres payantes. Là, il y a vraiment des choses à faire. Tu peux aussi évidemment faire toute activité d'entrepreneur. C'est-à-dire, on parle souvent des locations de voitures. Ça, clairement, on s'en fout de l'inflation. Tu vois, inflation. Je t'ai fait la dernière vidéo sur investir avec un pote ou une connaissance qui sait faire de l'argent mieux que toi et d'investir dans sa société. Là aussi, hein, l'inflation, on s'en cague. Hein.
Voilà, ça c'est des types d'investissements entrepreneurial. Évidemment, ça il faut continuer à faire. Quoi qu'il arrive, l'inflation, pas inflation, on s'en fout. Voilà, j'ai essayé de te faire un petit tour d'horizon. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si on doit retenir quelque chose, c'est que l'investissement long terme, sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça marche. C'est une tuerie. L'investissement court terme, eh ben, il faut faire attention parce qu'il y a vraiment beaucoup d'oscillations. Et là, en ce moment, on est vraiment au plus haut de partout. Donc, il faut y aller mollo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est de l'argent que tu as envie d'utiliser dans 1 ou 2 ans, il vaut mieux pas l'investir tout de suite. OK? Et puis, effectivement, les comptes, ils vont être ponctionnés. En dessous de 50 000 balles, pour le moment, on est tranquille. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux la partager et tu peux mettre des commentaires. Pourquoi pas poser d'autres questions et j'essaierai d'y répondre pour que ce soit un petit peu plus clair. Je te laisse pour le moment. On se revoit la prochaine fois. Ciao!